Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Comme vous le savez, l'actualité reste dominée par la 26e conférence des partis des Nations Unies sur le changement climatique COP26. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porte-voix de l'Afrique et de la RDC à ses assises de Glasgow en Écosse, a prononcé son discours. La République démocratique du Congo, qui détient plus de 60% des forêts du bassin du Congo, se présente comme solution au changement climatique. Je vous propose de suivre cet extrait du discours du président de la République. La République démocratique du Congo, pays solution à la crise climatique mondiale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a vivement souligné ce mardi 2 novembre 2021 dans son discours à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse, du haut de la tribune de la COP 26. Les forêts du bassin du Congo constituent le deuxième poumon du monde et contribuent largement à la régulation de l'équilibre climatique mondial. Ce massif forestier est toutefois exposé au risque de déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre effective de l'accord de Paris, il est impératif de tenir compte d'atténuer ces risques car autrement il en résulterait une crise écologique majeure. Au vu de sa prépondérance dans le bassin du Congo, la République démocratique du Congo comme pays solution porte une grande ambition climatique et tient à en assumer le leadership. Mesdames et messieurs, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai récemment lancé le plan de relance verte pour l'Afrique qui vise à renforcer les mesures en faveur de la viabilité de l'environnement et de la prospérité en Afrique. Fidèle à cette ambition, la République démocratique du Congo a pris les résolutions suivantes. Accroître notre contribution déterminée au niveau national en l'apportant à 21% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Lancer un programme visant à planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Élargir notre mix énergétique en combinant l'hydroélectricité, le solaire, la biomasse, etc. Le plan national stratégique de développement ainsi que les politiques publiques sectorielles qui en découlent se fondent sur cette vision. Par ailleurs, la protection des droits des communautés locales et des peuples autochtones est capitale. Nous nous engageons à en tenir compte dans notre stratégie d'industrialisation, d'investissements agricoles et dans la gouvernance forestière. La réorientation envisagée des productions agro-industrielles vers des zones savanicoles, c'est-à-dire hors des zones forestières et des tourbières, cristallise la volonté claire de mon pays à conserver les forêts des communautés locales et à garantir les droits des peuples autochtones. La RDC est en effet détentrice de plus de 60% de forêts du bassin du Congo, poumon mondial de la lutte contre le changement climatique. Outre ces tourbières, le pays dispose aussi de grands puits de stockage de carbone et des minéraux stratégiques essentiels à la transition énergétique. Autant d'atouts pour sauver l'humanité face au péril du changement climatique, a martelé le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, qui a porté haut la voix de l'Afrique à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat pour impulser la marche vers une économie verte. Dans la suite du déroulement de ces assises, vous suivrez dans quelques heures l'intervention du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinzem-Kalin, qui présente le projet Grand Inga comme solution dans le secteur énergétique. Et puis déjà quelques résolutions de la COP 26 à Glasgow. 500 millions de dollars, c'est la somme disponibilisée à la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le financement est le fruit d'un accord de partenariat avec l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, en sigle CAFI. Et Toto Céleste, son reportage. Une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo à Glasgow à la COP26, car elle est appelée à jouer un rôle capital dans la préservation de la biodiversité
avec sa grande superficie de la forêt, soit deuxième au monde après la forêt de l'Amazonie. En tant que telle, la RDC est mieux placée pour lutter contre le réchauffement climatique. Une enveloppe de 500 millions de dollars américains sera ainsi décaissée au bénéfice de la RDC à la suite d'un accord de partenariat de 5 ans avec la RDC et l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI. Selon l'expert en gestion des ressources naturelles, le conseiller technique Augustin Poy, cet accord entre les deux parties sera renouvelé pour 5 ans aux négociations du sommet et de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur du projet de la lettre d'intention, procédera ainsi à la signature avec la CAFI. Les principaux objectifs de ces contrats de financement sont ceux de relever les défis majeurs de la réduction de la pauvreté, de la gestion durable des forêts, de la préservation de la biodiversité et du climat. Cette restitution est des experts de ministères sectoriels dont des finances, des affaires foncières, des hydrocarbures, des mines, de l'environnement et de la société civile. Bonne nouvelle pour la population de Kisangani dans la province de la Chopo. Le groupe 3 de la centrale de la Chopo sera bientôt opérationnel. Les différentes pièces reconditionnées à l'atelier central de Panda sont arrivées à Kisangani. L'annonce a été faite par le directeur nord-est de la SNEL, Alphonse Kitambala. Regardez, suivez ce reportage. Il a pris la question à bras-le-corps. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng, s'est investi dans la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Donc il y a des choses qui sont faites. Pour la Chopo particulièrement, ce que nous avons prévu de faire, c'est aussi d'électrifier, de donner l'éclairage public à Kisangani. Comme ça, on a de l'électricité dans la ville. Et ça nous permet d'utiliser ce gain en énergie pour le redonner à la population de Kisangani. Après avoir suivi de près les conditionnements des matériels défectueux qui ont plongé la province dans les noirs, l'espoir renaît aujourd'hui. Tous les équipements acheminés à l'atelier central de Panda dans la province du Haut-Katanga viennent d'être reconditionnés et acheminés au chef-lieu de la province, Kisangani. Ces pièces viennent d'arriver aujourd'hui. Dès demain, il y a une forte équipe aussi qui va venir travailler en appui avec nos exploitants. Comme nous avons promis la fois passée que les pièces allaient arriver cette semaine, les pièces viennent d'arriver. Le rétablissement du courant n'est qu'une affaire des jours, au grand bonheur de la population qui va bientôt renouer avec la desserte en énergie électrique. À l'Assemblée nationale, le directeur général de l'ICCN a été entendu à la commission environnement. Suivez. C'est un important projet hydroélectrique qui prévoit de produire presque 160 MW d'électricité, mais qui suscite pas mal de questions parce que en fait, la réalisation pratique du projet se trouve à proximité immédiate d'un parc national. Et avec l'ICCN, autour de nos aires protégées, nous devons maintenant mener des politiques, des projets qui vont permettre aux populations riveraines de participer pleinement et efficacement à ce travail de conservation de la nature. Nous devons monter en puissance dans notre capacité d'autofinancement et pour ça, ça implique de développer des activités à caractère agricole, forestier, de production d'énergie et distribution aussi de cette énergie, de développer l'écotourisme. Nous sommes, comme vous le savez, ici en République démocratique du Congo, un des plus grands pays au monde pour le stockage de carbone. Aujourd'hui, il est temps que ce travail de surveillance et de mise en valeur soit correctement rémunéré. C'est extrêmement simple et ça va participer concrètement à renforcer considérablement les capacités d'autofinancement de la conservation de la nature. Nous voulions en tant que représentation nationale avoir des éclaircissements sur la localisation du projet de réalisation d'une centrale hydroélectrique, celle de Sombwe, autour du parc de Lupemba. Pour nous permettre de nous faire de la lumière, il fallait absolument inviter les spécialistes en la matière, qui est l'ICCN, qui gère en fait l'ensemble des parcs nationaux. Il nous a répondu à cette question. Il fallait aussi
absolument savoir ce que la réalisation de cette centrale hydroélectrique pourrait avoir comme impact socio-économique et environnemental autour des populations riveraines. Là aussi, nous avons été satisfaits. Il en a profité pour informer la représentation nationale sur sa nouvelle stratégie de pilotage de l'ICSN. Nous avons apprécié l'expertise avec laquelle il conduit l'actuelle gestion et nous espérons que nous aurons des résultats beaucoup plus meilleurs que par le passé. Dans sa casquette d'autorité morale pour la Convention de la République et la démocratie, Christophe Mbosso-Kodia a tenu un meeting au stade Vélodrome de Kitambo. La composition de la nouvelle équipe de la CENI, le soutien à la paix et à la constitution de la paix était le socle de son message. Sylvie Moembo. C'est une démonstration de force à l'allure d'une campagne électorale. Kinshasa, la capitale, a dit oui au leadership éclairé de celui qui est devenu depuis un temps le porte-étendard des aspirations du peuple congolais. Christophe Mbosso-Kodia Pwanga, autorité morale de la Convention pour la République et la démocratie, ratisse large et porte désormais avec son parti la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour 2023. Vélodrome, ce stade mythique de Kitambo a refoulé du monde. Tous venus des quatre coins de la capitale, comme à l'étape de Tchangou, la population est restée suspendue aux lèvres du speaker de la Chambre basse du Parlement pour prendre la hauteur l'évolution politique en République démocratique du Congo. Le président de la République représente les 120 millions de Congolais. Lelo Moutouazaliwana Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la personne qui est à la tête de la RDC, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Badongola miso, obalingi kotia ba conflit entre église na pouvoir. Aux ennemis de la République qui veulent mettre des conflits entre l'Église et les animateurs de la République, il faut arrêter. Le principe de séparation et à pouvoir. Wivine Moleka salue la sagesse de Christophe Mbosso-Kodia Pwanga. Meeting rempli de sagesse, rempli d'un message de paix, de démocratie et de cohésion. Nous avions eu dans ce pays des pillages, des rébellions, mais maintenant c'est assez. L'autorité morale du CRD, Christophe Mbosso-Kodia Pwanga, a appelé ses militants à soutenir les différents candidats des CRD qui seront présentés le moment venu par l'Union sacrée pour la République. Et au Sénat, le président Modeste Bahati Lukwebo était avec le ministre belge André Flao. Je vous propose de suivre cela en images. Une forte délégation d'opérateurs économiques belges, conduite par l'administrateur général de la fiscalité de la Belgique, Philippe Jacqui, séjourne à Kinshasa en perspective de la foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a assidûment travaillé à la réussite de cette grande rencontre d'affaires, lui a ouvert les portes de la Chambre haute du Parlement. À cette occasion, Modeste Bahati Lukwebo a fait part à ses hôtes de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi d'instaurer la bonne gouvernance et du travail abattu par son institution pour aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes afin de répondre aux besoins de la population. Ce responsable des impôts de la Belgique est à mission à Kinshasa pour conclure un partenariat avec la RDC dans la traçabilité financière. Le président du Sénat a également échangé avec la journaliste internationale belge Colette Brackman, avec qui il a parlé du réchauffement des relations entre la Belgique et la RDC. Une initiative qu'elle salue et pense que l'heure est venue pour les investissements belges en RDC. C'est très dommage que les entreprises belges aillent partout dans le monde et ne viennent pas au Congo. Elles ont invoqué pendant quelques années l'instabilité, les problèmes institutionnels, mais maintenant ces excuses-là n'ont plus de valeur. Il y a une stabilité. L'honorable M. Bahati m'a reconfirmé que les élections auraient eu lieu à la date prévue, dont le cadre politique présente une certaine stabilité. Et donc maintenant, les entreprises belges auraient vraiment intérêt pour elles-mêmes et pour leurs actionnaires à revenir au Congo et à travailler. Et je crois qu'elles seraient bien accueillies aussi par les Congolais eux-mêmes. La foire qui s'ouvre ce vendredi à Kinshasa sera un cadre d'échange
pour parler des opportunités d'investir en République démocratique du Congo. La délégation belge à Kinshasa, cette fois-ci, André Flao et toute cette délégation était auprès du ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Les échanges ont porté sur la redynamisation de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC examiné au ministère de la Défense. Le patron de l'outil des défenses, Gilbert Kabanda Kourenga, accompagné la vice-ministre Séraphine Kiloubou, s'est entretenu avec la délégation des parlementaires belges conduite par le ministre d'État, député fédéral et vice-président de la Chambre de représentants du Royaume de Belgique, André Flao, sur le réchauffement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et la RDC. L'ancien ministre de la Défense belge et député fédéral André Flao et sa délégation ont au cours de ces échanges réaffirmé leur volonté de continuer de travailler ensemble en vue de redynamiser les relations qui existent dans le domaine militaire entre les deux pays frères. Le numéro 1 de la Défense, Gilbert Kabanda, a pour sa part salué cette volonté commune pour la relance de la coopération militaire dans les domaines notamment de la formation, de la santé, de l'équipement et les renseignements militaires. Il s'y est de signaler qu'en son temps, la Belgique avait contribué à la formation de la première brigade d'intervention au centre commando de Kindu. À l'issue de cette rencontre, la délégation a aussitôt déposé une gerbe de fleurs au mémorial des anciens combattants au rond-point Force Publique. Nous sommes là dans la commune de Kasavubu. À travers ce geste, ils ont manifesté leur gratitude aux anciens combattants congolais pour leur bravoure d'avoir combattu aux côtés de l'armée belge pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu une délégation des femmes leaders des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces dernières sont préoccupées par la situation de la femme et de l'enfant. Pati Tondongo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu les doléances d'une délégation des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces sous état de siège. L'insécurité qui sévit dans ces provinces, exposant ainsi les femmes et les enfants à toutes sortes de dangers, était au cœur de l'entretien entre les chefs de l'exécutif national et cette délégation conduite par Mme Patience Sinamouli qui a plaidé pour la fin des exactions des femmes. Et nous sommes venus pour présenter les différentes recommandations auprès du Premier ministre. C'est par rapport à tout ce qui se vit à l'Est. Le contexte est devenu très difficile. Là, nous nous sommes dit que nous devons venir auprès de l'autorité pour le fait qu'il revoie encore d'autres stratégies sur le terrain. Nous sommes en train de remercier son Excellence de nous avoir accordé de son temps. Si nous croyons à travers ces paroles d'honneur qu'il va s'impliquer réellement dans tout ce que nous avons remis comme recommandation. La délégation des femmes leaders est sortie de la primature satisfaite de trouver une oreille attentive de la part du chef de l'exécutif national qui a promis de prendre en compte les recommandations formulées. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme et l'initiation à l'entrepreneuriat, un centenaire de femmes démunies viennent de bénéficier de Fonel, d'un fonds de démarrage pour leur petit commerce. Mireille Ndeke nous en parle dans ce reportage. Il est le potentiel que renferme le jeune Congolais avec un accent particulier pour les jeunes femmes entrepreneurs figure parmi l'une des stratégies du conseil d'administration de la FEC dans les soucis de promouvoir le développement intégral de la RDC, d'où la création de l'incubateur pour la Business Woman. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et PME, Eustache Mouranzi Moubembe, qui se joint toujours aux efforts menés pour la relance de son secteur, est venu encourager ces femmes pour leur esprit créatif et innovant dans leurs réalisations. Réalisations qui se démarquent entre autres avec la bande du génique en tissu Made in Congo, réutilisable dans une durée qui varie de 4 à 6 mois et plusieurs créations dans la transformation agroalimentaire. Eustache Mouranzi, émerveillé devant cette ingéniosité, a promis de soutenir leur
plaidoyer pour un partenariat public-privé dans le secteur de l'entrepreneuriat. Après la fête, le cortège du ministre d'État s'est embranlé vers le projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises, PADMPME. Le ministre d'État a eu droit à un petit briefing par le coordonnateur Alexis Mongalangongo sur le fonctionnement de ces projets. Cette visite a été également couronnée par l'exposition d'un film documentaire sur l'activité phare du PADMPME, l'ECOPA. Le ministre Eustache Mohanzi Mumbembe a émis le vœu de s'impliquer pour l'extension du projet à travers d'autres villes. Le gouvernement a fait un plaidoyer nécessaire pour qu'après ces projets pilotes, le projet soit étendu à d'autres villes. J'ai fait un plaidoyer pour que le portefeuille du projet soit amélioré dans la mesure du possible. Il y a lieu de signaler que cette visite du ministre coïncide avec le démarrage de la formation de femmes micro-entrepreneurs à initiative personnelle avec pour objectif capaciter les femmes à développer leur business. Les actions de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi s'étendent également au niveau de la prise en charge des comédiens malades. La situation de Yann Dimossi, qui souffre d'une maladie beaucoup plus complexe, nécessite une évacuation d'urgence à l'étranger. Je vous prie de suivre les détails dans ce reportage de Naïcha Kialamouila. Mungenzi Kangai Noël, alias Yann Dimossi, cet artiste congolais de comédie populaire est malade. Il a perdu beaucoup de poids et pourtant il est pris en charge par un cardiologue à charge de l'assurance acquise pour les artistes par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Son cas est spécifique et nécessite une évacuation à l'étranger. Les démarches ont été entamées et l'on attend les avis des spécialistes en Afrique du Sud pour finaliser le dossier administratif afin d'offrir à Yann Dimossi les soins appropriés. Les dossiers à poursuivre sont courts, normal. On a déjà reçu le rapport médical. On est en attente de confirmation du médecin qui va recevoir le malade. Et une fois que c'est fait, on va organiser le voyage et M. Yann Dimossi va pouvoir bénéficier de ses soins. Nous sommes en train de travailler pour l'envoyer en Afrique du Sud. Un déficit de communication a fait courir les rues les ragots les plus infâmes. Yann Dimossi lui-même commençait à perdre espoir et sans le vouloir, il a fait le lit des chercheurs de buzz sur les réseaux sociaux. La fondation qui prend en charge les soins de santé des comédiens s'est apaisantie sur la situation qui est un peu exceptionnelle de Yann Dimossi. La société de l'assurance médicale a donné des explications. Qu'est-ce qui est déjà fait? Qu'est-ce qui reste à faire pour que les soins de santé dont il doit bénéficier soient donnés en lieu et en temps voulu. La rencontre de mardi avant midi avec les responsables de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi lui redonne l'espoir et confirme que Yann Dimossi est un artiste humoriste. Et puis bela no mutu nini ekonde kwelio oke baswaneo kopela motema te atala motema. Des maux de tête ou des brûlures d'un païdérus, c'est encore abordable. Les maladies des cœurs exigent d'importants moyens. Merci à la Fondation. Si elle ne nous avait pas pris en charge, nous serions morts enserrés comme des poulets de chair à l'abattoir. La prise en charge de cet artiste urge et l'assureur est bien sûr son chemin du devoir. Prompte guérison. Parlons infrastructure à présent, inauguré tout récemment par le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, le pont Kasai 1 à Chikapa est ouvert au public. La population de ce coin du pays sollicite la construction d'une conduite d'eau potable. Le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro, et le directeur général du FONER, Georgine Selemani, s'engagent pour répondre positivement à cette demande. Suivez cela dans ce commentaire de Eurydice Kitutu. Tous dans la rue pour dire merci au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sensible aux préoccupations des communautés locales qui ont lancé un cri de détresse au père de la nation. Le pont Kasai effondré en 2020 vient d'être réhabilité grâce au financement du FONER. Nous sommes ici à cause de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fachi Béton, pour parler de ce pont, c'est sous le financement du FONER que madame dirige
que ces travaux ont été réalisés. À l'occasion donc de l'inauguration du pont Kassai, une demande a été formulée par le gouverneur de province, la construction d'une passerelle pour la conduite des eaux. Demande accordée par le ministre d'État des ITP. De moi, madame la responsable du FONER, de la même manière qu'elle a pu financer la réhabilitation de ce pont, nous prenons l'engagement solennel devant vous que cette passerelle va effectivement être construite. Sur le chemin de retour, la délégation du FONER s'est arrêtée à Massamouna pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive. Travaux de lutte contre l'érosion qui a failli couper la route nationale numéro 1 au PK 345. Il s'agit essentiellement des travaux de reprise de trafic et des travaux confortatifs pour éradiquer complètement le problème. Rendons-nous à présent dans la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire s'est entretenu avec des partenaires sud-africains sur la modernisation de l'aéroport de Goma. La modernisation de l'aérogare de Beni-Mavivi à Goma, c'est pour bientôt. Les discussions quant à ce ont réuni les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongwa et Germain Kodjo, directeur général de CAD Project Africa, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux sur financement du gouvernement provincial du Nord Kivu. Nous avons déjà fini avec l'étude de faisabilité et lui il a été intéressé, il a donné sa bénédiction pour que le projet continue parce que ça sera pour le bonheur de la population du Nord Kivu. C'est vraiment regrettable parce que l'aérogare est construit à bois, donc il fallait travailler rapidement pour que ça soit un miroir que la province du Nord Kivu pourra hériter de la part de la société CAD Project, aussi de la part du gouvernement provincial qui est dirigé par son Excellence Constant Dima, parce que l'état de siège n'est pas seulement pour la guerre, c'est aussi pour le développement. L'état des sièges, c'est aussi le développement, a soutenu le patron de la firme panafricaine CAD Project Africa. Les travaux vont consister à la construction d'un nouveau bâtiment moderne, le bétonnage du parking ainsi que le prolongement de la piste d'atterrissage. Revenons à Kinshasa, les lignes maritimes congolaises veulent acquérir des navires. Le comité de gestion veut se rassurer de la conformité de la procédure et de l'encadrement des recettes. Une séance de travail attablée sur ces questions, nous dit Eric Kabamba. L'entrevue de ces jours était essentiellement axée sur l'accroissement de recettes de la compagnie de lignes maritimes congolaises dans la perspective de son développement. Somme toute, les LMC qui ont mis en place une méthodologie de travail orientée pour accroître ces recettes ayant comme actionnaire l'État congolais. Il était impérieux pour le président du conseil d'administration, accompagné du directeur général Cédric Chizaïnga, d'échanger avec l'inspecteur général de finances, chef des services, assisté de son adjoint pour l'encadrement de ces recettes. En vue de l'acquisition prochaine par LMC des navires pour accroître son parc, il était tout indiqué de s'assurer que tout ce qui est entrepris se déroule dans le règle de l'art, s'inscrivant dans la logique des prescrits de la loi financière régissant les entreprises publiques, a indiqué Lambert Mendo Malanga. Nous avons estimé nécessaire de pouvoir échanger avec lui, comme nous le faisons régulièrement avec d'autres qui disposent d'une expertise avérée dans l'encadrement des recettes que nous faisons, qui sont des recettes qui appartiennent à l'État. Nous nous apprêtons maintenant à lancer des opérations extrêmement importantes d'acquisition de navires, en leasing ou suivant d'autres systèmes. Nous voulions nous assurer que tout ce que nous allions faire répondait parfaitement aux prescrits des lois financières qui régissent la gestion d'entreprises comme la nôtre. À titre de rappel, l'IGF a initié depuis le début de l'année en cours la patrouille financière qui consiste à surveiller sans relâche de manière accrue et permanente l'utilisation des fonds publics. Elle a été décidée par le président de la République qui est déterminé à mettre fin à la gabegie financière entravant le développement de la RDC.
Suivez à présent ce qu'a été l'ouverture du 9e congrès international de médecine d'ici et médecine d'ailleurs. C'était dans la salle polyvalente de l'INRB. Les participants qui sont les médecins, les infirmiers et d'autres partenaires sanitaires se sont retrouvés pour réfléchir pendant 4 jours autour du thème la Covid-19 et après, comment y faire face et quel comportement adopté. Rodépanda. La pandémie dévastatrice de la Covid-19 a pris au dépourvu le monde scientifique, le praticien de la santé et les dirigeants politiques. Ces derniers ont démontré des limites dans la prise en charge de cette maladie, voire dans la problématique de la main-d'œuvre médicale. Les médecins de la RDC et autres participants venus de partout de l'association des anciens et amis de la faculté de médecine de l'UNIKIN, Ahmed Inikin, se sont retrouvés au 9e congrès international de la médecine d'ici et de la médecine d'ailleurs, les infirmiers et les malades guéris de la Covid-19 pour réfléchir pendant 4 jours sur les effets néfastes de la pandémie, la prise en charge et la prévention nécessaires pour la protection, la problématique de la faculté de la médecine et l'enseignement supérieur, bref, les comportements à adopter pendant et après la Covid. Le président du Conseil de l'Ordre des médecins a ressorti les mal profonds qui rongent la formation des médecins en RDC. Le concours de tous est indispensable pour sauver la qualité et la profession. Il faut des réformes courageuses, a-t-il martelé. Le ministre de la Santé publique a rassuré l'opinion sur les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Des recommandations sur des stratégies et solutions sont attendues à l'issue de ces 4 jours des assises de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, suivez tout d'abord ce communiqué du ministère des Pétentiques. Rien de vrai si ce n'est un fake news, fruit d'une intention d'induire l'opinion en erreur. Il se propage sur la toile une fausse nouvelle sur une prétendue interdiction faite par les ministères des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication aux opérateurs de téléphonie mobile de vendre des forfaits aux utilisateurs à cause, selon toujours ces fausses rumeurs, de la paralysie du paiement des RAM. Le ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba, porte un démenti formel sur cette fausse information qui circule sur la toile. Des folles rumeurs pour porter gratuitement atteinte à une opération dont le mode opératoire est connu, ont envie tout simplement de créer une confusion dans l'opinion. Ceci dit, le ministre des Pétentiques rassure les abonnés que rien de tel ne sera fait et que les auteurs de cette infox s'exposent aux sanctions judiciaires. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales. 13h30, Yvette Makoutima. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est la RDC. Appel de Maman Pauline Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bandeko nanga kotonga mboka esengika bolingo. Bino moko bomoni transparence tolakisi bino côté mbongo. Moyibe yate, lokuta pe ezate. Alors boya tosangana totonga mboka na biso le Grand Congo. Merci. Malobaya, présidente RDC Monde, Pauline Lumumba à Genève.